Bon, allez. On y va? Eh oui, vas-y. Quand il faut y aller, il faut y aller. Nous allons vous présenter donc le rapport d'orientation budgétaire. Alors chaque année, donc, pour mener à bien nos politiques publiques, plusieurs phases donc légales du cycle budgétaire doivent être abordées et le ROB donc est la première phase. Les différents contextes que ce soit le contexte international, national ou local, vont bien sûr influencer l'élaboration de ce ROB. Donc c'est pour cette raison que je vais évoquer quelques éléments de ces contextes en étant la plus concise possible. Mais il est important de voir dans quel contexte nous devons travailler pour élaborer le ROB et ensuite le budget. Alors, au niveau international, vous savez que la crise en Ukraine, qui s'est déclenchée donc en février 2022, a provoqué bien sûr une crise géopolitique, mais également qui s'est transformée en crise économique, avec tout d'abord une explosion de l'énergie qui s'est étendue à un grand nombre de produits. La conséquence, c'est qu'une inflation de l'ordre de 8,8% en 2022 s'est indiquée au niveau mondial, avec une prévision de 6,5% en 2023 et peut-être 4,1% en 2024 selon le FMI, mais nous n'y sommes pas encore. De ce fait, la croissance est fortement ralentie, passant de 6% en 2021 à 3,2% en 2022, avec une prévision à moins de 2% en 2023. Au niveau européen, en 2022, la zone européenne a résisté grâce notamment à la réouverture de l'économie et à un fort taux de rebond du tourisme. Le taux de croissance se situant aux alentours de 3,4%. Par contre, en 2023, la perspective n'est plus que de 0,5%, c'est-à-dire qu'on échappe de peu, en fait, à la récession et que nous allons avoir, a priori, une année difficile. Le taux d'inflation se situe, lui, autour de 9,2%, avec une tendance quand même à la baisse au niveau européen par rapport à novembre, et la prévision pour 2023 serait de 6,3%. Malgré la dégradation de l'économie au niveau de l'Europe, le taux de chômage a atteint son taux le plus bas en 2022, avec 6% dans l'Union européenne et 6,6% dans la zone euro. En 2023, malheureusement, on risque de s'attendre à une remontée de ce taux de chômage, compte tenu du faible taux de croissance qui est envisagé. Point très important également pour nous, les taux d'intérêt. Ils enregistrent une forte augmentation. La Banque centrale européenne a augmenté 4 fois ses taux de la zone euro entre juillet et décembre 2022 pour atteindre 2,5%. Tout ceci ayant des conséquences au niveau national, mais également, bien sûr, au niveau local. Le contexte national est, lui, également en difficulté. La croissance du PIB s'établit à 2,6% en 2022, grâce à la résistance de la demande et puis à un rebond du secteur des services, mais nous étions à 6,8% en 2021. Alors, en 2023, la Banque de France voit une croissance de 0,3% pour la France, alors que, vous allez le voir tout à l'heure, dans la loi de finances, le gouvernement prévoit 1%, ce qui nous paraît bien optimiste par rapport aux différentes prévisions des autres organismes. L'inflation en France en 2022 se situe à 5,9% selon l'INSEE, mais nous savons que derrière ce chiffre, il y a de grosses différences, puisque vous avez des augmentations très importantes du coût de l'énergie ou des produits alimentaires, par exemple, bien plus importants que ces 6%, et qui ont de lourdes conséquences sur les budgets de nos concitoyens, mais également sur les nôtres, les collectivités. La dette publique en 2022, avec presque 3 000 milliards d'euros, s'élève à 111,6% du PIB et une prévision de 111,2% en 2023.
Dernier point, quelques mots sur la loi de finances, puisque ça influence bien évidemment aussi nos décisions budgétaires. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le gouvernement table sur un taux de croissance de 1% et un taux d'inflation de 4,2%, ce qui paraît effectivement très optimiste pour cette année, compte tenu des autres prévisions d'autres organismes. La dotation globale de fonctionnement a augmenté de 320 millions d'euros en 2023, mais vous verrez que la nôtre a néanmoins baissé. Il est prévu donc la suppression sur 2 ans de la CVAE, c'était la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Création du fonds vert, ce que nous avons vu tout à l'heure, qui est doté effectivement de 2 milliards pour soutenir les projets écologiques des collectivités locales. Et c'est pour cette raison que nous avons fait voter donc la possibilité pour le maire de demander des subventions. 50 millions de ces fonds verts seront versés en 2023 aux collectivités pour la construction d'infrastructures de covoiturage. Ça peut être intéressant. Enfin, l'amortisseur électricité qui permet de prendre en charge par l'État 50% du surcoût des 180 € par MWh avec un plafonnement à 500 € directement donc versé aux fournisseurs. Et enfin, la revalorisation de 7,1% des bases des valeurs locatives pour les propriétés bâties qui, effectivement, ont une influence sur nos recettes budgétaires. Voilà pour les contextes qui nous entourent. Tous ces éléments de contexte ont un impact, évidemment, très important au niveau de notre collectivité. D'abord, il s'agit des augmentations massives des prix des matières premières, que ce soit au niveau de l'énergie, gaz, électricité, des produits alimentaires, pour notamment les crèches, du marché de restauration scolaire, de l'achat du papier ou de matériaux. Néanmoins, nous poursuivons nos actions afin de limiter l'évolution de nos dépenses de fonctionnement. C'est un objectif absolu. Nous aurons effectivement une augmentation de nos recettes de fonctionnement du fait de cette augmentation de base de calcul de la taxe foncière de plus de 7,1%. Et je vous rappelle que l'année dernière, elle était de 3,4%, comme le prévoit la loi de finances. C'est une augmentation qui dépend du gouvernement et qui effectivement nous amène des recettes, mais qui va avoir une conséquence très importante également pour nos Guyancourtois, enfin pour les concitoyens en général, et pour nos Guyancourtois, puisque une augmentation des bases de 7%, c'est très important. De ce fait, nous nous engageons donc à ne pas réévaluer le taux de notre taxe foncière sur les propriétés bâties, non seulement en 2023, mais jusqu'à la fin du présent mandat. Enfin, dernier contexte local qui est également très important, l'augmentation des taux d'intérêt qui a déjà des effets sur les coûts financiers des emprunts. Les intérêts, je vous le rappelle, payés sont des dépenses de fonctionnement. Nous avons emprunté au mois de décembre à un taux de l'ordre de 3,13%, ce qui était déjà très élevé par rapport à ce qu'on pouvait emprunter l'année d'avant. Aujourd'hui, si nous faisions de nouveau cet emprunt, le taux serait de 3,4%. Donc, nous avions anticipé l'évolution de ces taux d'intérêt pour pouvoir au mieux gérer effectivement ces emprunts. Notre contexte financier passe par l'évolution de notre population à Guyancourt. Vous voyez qu'en 2020, elle a quelque peu baissé. Nous ne nous expliquons pas cette baisse, puisque nous construisons des logements. Peut-être est-ce dû au fait que 2020 est l'année du Covid et que les statistiques ne sont pas tout à fait justes. En tout cas, le problème, c'est que ça sert de base de calcul pour notre DGF en 2023 et que donc, effectivement, nous avons une baisse de notre DGF. Voilà, dotation
générale forfaitaire. Notre population scolaire, quant à elle, donc, reste stable entre 2021 et 2022, même si on constate que notre population vieillit. Les élèves, en 2022, l'ensemble des élèves qui fréquentent les établissements scolaires représentent 22% de notre population. Vous constatez donc ici effectivement que la dotation forfaitaire donc, baisse très fortement depuis 2014. On a perdu 85% de notre dotation et qu'aujourd'hui nous touchons 716 000 euros. Donc même si elle a baissé moins que les années précédentes, elle est de nouveau en baisse en 2023. Nous n'avons plus effectivement de ce qu'on appelle l'écrêtement cette année. Mais cet écrêtement a eu lieu de 2018 à 2022, ce qui nous a baissé notre dotation, la dotation que nous aurions dû donc toucher. Cette année, nous ne l'avons pas, nous n'avons pas d'écrêtement, mais nous avons une baisse quand même de la dotation malgré l'augmentation au niveau national. Le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, je vous rappelle que ce fonds correspond à une redistribution des richesses entre les villes de la région Île-de-France. Nous sommes à la fois contributeurs et bénéficiaires, et cette année, nous contribuerons davantage que nous toucherons pour une somme d'environ 100 000 euros. Nous reverserons environ 100 000 euros donc, à ce fonds de solidarité donc, des communes de la région Île-de-France. Quant au FPIC, là, vous pouvez constater qu'il augmente de façon considérable, puisque nous ne le payons que depuis 2021, et que depuis 2021, nous étions à 94 000 euros, 520 000 euros et pratiquement 800 000 euros en 2023. Donc, une très lourde charge supplémentaire pour la commune, avec désormais ce FPIC que nous paierons tous les ans, environ la même somme d'ailleurs. Je vous ai parlé tout à l'heure donc du contexte et notamment de l'inflation. Vous pouvez constater ici que l'indice des prix des dépenses communales augmente beaucoup plus rapidement que l'indice des prix à la consommation, tout simplement parce que dans cet indice, vous avez effectivement le prix des énergies qui augmente très fortement et qui donc plombe effectivement le budget des communes. L'écart s'est creusé d'ailleurs du fait de l'augmentation très forte des matières premières et de l'augmentation des fluides. Notre dotation globale de fonctionnement par habitant, quant à elle, est 5 fois inférieure à celle de la strate. De 2017 à 2022, cet écart d'ailleurs n'a cessé de se creuser. En 2023, effectivement, il s'est stabilisé. L'écart entre les deux s'est stabilisé, mais entre 2017 et 2022, vous voyez que l'écart n'a cessé de se creuser. Dernier élément, Guyancourt, donc, comme vous le constatez, verse à peu près 32 millions d'euros donc, à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il reste le plus gros contributeur fiscal de Saint-Quentin. L'attribution de compensation, elle, donc, s'élève à pratiquement 6,9 millions et est restée stable pendant toute la durée entre 2014 et 2023. Alors, pour Bâtisse-Europe, nous prenons en compte, bien sûr, les engagements que nous avons pris auprès des Guyancourtois et les actions qui doivent être mises en œuvre pour répondre à ces engagements. Nos engagements, vous les connaissez, ils apparaissent ici sous 4 axes. Et nous allons donc vous les décliner, surtout en termes d'action, puisque désormais vous les connaissez depuis effectivement notre élection. Ils restent solides et restent les mêmes. En ce qui concerne donc la solidarité, elle passe énormément par le CCAS, mais pas seulement. Elle se décline dans toutes nos actions auprès des Guyancourtois, les familles, avec des aides individualisées
ou le système du quotient familial, les personnes sans emploi qui sont soutenues, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, par le service emploi, les personnes âgées et en situation de handicap avec des aides sociales ou énergétiques, les associations caritatives avec des soutiens financiers et des accompagnements, bien sûr, dans leurs actions. En ce qui concerne le logement, vous savez que nous favorisons le parcours résidentiel et que nous, à la fois, nous désirons continuer la construction de logements sociaux locatifs, mais également avoir une offre de logement qui permette une accession aidée et puis de nouveaux systèmes d'accession tels que le BRS, dont la commercialisation aura lieu en 2023. Et on va poursuivre ces efforts pour pouvoir avoir une offre de logement où tout le monde peut se loger à Guyancourt. En ce qui concerne donc la tranquillité publique, nous avons donc mis en place une brigade de soirée jusqu'à 23 heures. Nous avons mis en place également de la vidéoprotection et nous comptons effectivement étudier la mutualisation d'un centre de supervision urbain. En matière de politique de la ville, en octobre 2022, avec la préfecture, sur le pont du Routoir, il y a eu un diagnostic territorial partagé en associant la CAF, l'Éducation nationale, Pôle emploi, le Conseil départemental, pour faire donc ce diagnostic territorial. Et en janvier 2023, nous avons eu effectivement la maison France Service qui a été inaugurée. Inauguration de la maison France Service. Pour les personnes en recherche d'emploi, en janvier 2023, nous avons eu également l'inauguration des nouveaux locaux du service emploi. Comme vous savez, donc, la ville s'inscrit dans la transition écologique et là, vous avez les 9 axes autour desquels nous travaillons. Ces 9 axes sont déclinés en actions et Raphaël, si tu veux nous mettre en avant une action particulière ou voilà. Oui, je peux le faire. Bonsoir à tous. Je vais pas revenir sur les actions de 2022 qui sont affichées ici. J'aurai l'occasion en fait de faire un point complet lors de la présentation du rapport annuel transition écologique dans l'un des prochains conseils municipaux. Je pense qu'il est plus intéressant en fait quand on regarde la perspective 2023. Je vais retenir une thématique particulièrement qui a déjà été évoquée au cours de ce conseil autour de l'énergie, pour indiquer simplement qu'on va bien actionner en fait l'approche dans une démarche systémique à la fois sur la sobriété et la précarité énergétique. Donc ça va de pair, c'est-à-dire à la fois sur l'investissement qui restera soutenu sur les rénovations énergétiques, ça a été évoqué là lors de la demande sur les fonds verts, notamment sur les groupes scolaires. Il y a aussi la crèche Poulbeau qui va faire l'objet d'une rénovation importante. Et par ailleurs, on finalise un plan de réduction de la précarité énergétique pour là aussi appuyer les populations les plus fragiles. Donc ça fait effectivement un pont avec ce que Daniel vient d'évoquer sur la solidarité. Et on travaille notamment avec la LEC de Saint-Quentin sur le renforcement des actions dans ce sens, avec une sensibilisation qui sera mise en place à la fois sur nos agents, mais aussi sur les publics les plus fragiles. Voilà, donc je pense que c'est le focus principal que je peux faire aujourd'hui, parce que je ne vais pas m'étaler sur l'ensemble des autres actions. J'aurai l'occasion de les évoquer plus particulièrement lors du rapport transition plus tard dans l'année. Merci Raphaël. Alors, compte tenu de la situation, nous avons également adapté de nouvelles mesures pour renforcer donc, justement la sobriété énergétique. Vous les avez sous les yeux. Nous avons donc réduit les températures dans les équipements municipaux. Nous avons fermé l'hôtel de ville les samedis matins du mois d'octobre jusqu'au 7 avril pour éviter de chauffer 6 jours sur 7. Nous avons fermé la piscine municipale sur les périodes de petites vacances scolaires. Elle est maintenue quand même le dimanche matin, l'ouverture est maintenue le dimanche matin pendant l'année scolaire. Nous avons également fait des actions de sensibilisation auprès de l'ensemble des agents aux éco-gestes et à la sobriété énergétique. Et enfin, et on le reverra
par la suite. Nous poursuivons bien sûr les travaux de réhabilitation énergétique de nos équipements, les écoles et les crèches. Alors, le point suivant concerne l'éducation et la jeunesse. Vous savez qu'effectivement, ça représente un budget important de la ville. Les différentes mesures, les différents engagements sont ici et vous les connaissez puisque nous les avons déjà repris. Ce qui nous paraît intéressant, c'est de voir quelles sont les actions qui sont mises en œuvre effectivement dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse et que nous voulons donc souligner. Tu veux bien mettre en avant une ou deux actions? Merci Daniel. Ouais, je veux repartager quand même quelques actions qui ont été faites en 2022, en particulier sur la croissance et la forte évolution de nos structures jeunesse, avec une augmentation des activités proposées. Et en 2022, on a eu l'opportunité d'ouvrir notre structure jeunesse sur la Villa Simone Signoret. Elle était avant Place Point République, mais au vu de son succès et du nombre d'adhérents, il nous a fallu trouver une capacité d'accueil plus importante. Donc on a transféré notre structure jeunesse du Point Jeune à la Villa Simone Signoret. On a eu aussi la mise en place d'un certain nombre de dispositifs comme le Conseil des jeunes. On a maintenu la distribution des calculatrices. Et pour cette année 2023, on va continuer dans la poursuite des dispositifs envers l'éducation. Vous verrez dans les délibérations que je vous présente tout à l'heure, une évolution des subventions adressées aux écoles. L'engagement aussi qu'on avait pris au cours de la campagne sur la révision des tarifications du périscolaire. Donc c'est le travail qui va être mené cette année pour proposer en 2024 une baisse du coût de la restauration facturée aux familles. Notre marché restauration, sur lequel nous avions des engagements et une volonté assez importante d'un point de vue de transition, avec le développement de plats avec des protéines à base de protéines végétales, augmenter la part du bio, augmenter la part du local. On est déjà aujourd'hui à plus de 50% dans notre marché en taux de bio, ce qui est plus important que ne le réclame la loi Egalim. Donc il y a une dynamique qui est en cours, un environnement qui est contraint d'un point de vue budgétaire, comme tu nous l'as expliqué, mais on s'adapte et on fait évoluer nos dispositifs pour toujours être une ville pour laquelle l'éducation est une priorité forte. Merci Richard. Nous passons donc à l'axe suivant qui concerne donc la participation de toutes et tous à la vie locale et notamment donc au GAP dont Monsieur le maire a parlé également tout à l'heure. Olivier, tu veux... je peux parler de tout. Oh, trop bien. Donc non, mais sur les GAP, en fait, j'avais pas trop l'intention d'y revenir puisque en fait, on en a déjà parlé. François en a parlé dans l'introduction, le lancement du 3e sur les mobilités actives. Effectivement, on va voir peut-être dans le budget les dépenses liées au premier qui vont commencer à arriver. Donc ça, c'est important. Les conseils citoyens, donc ça aussi, c'est une nouveauté de cette année l'année dernière plutôt. De 2022 qui ont été lancés. Donc maintenant, la ville est bien représentée dans 4 conseils citoyens qui quadrillent toute la ville et qui vont lancer un certain nombre de projets. Donc en termes de budget, en fait, peut-être que les projets ne sont pas encore dans le budget 2023, mais il faudra leur faire une place dans le budget 2024. Message à l'intention de Daniel. Message passé. Très bien, merci. Donc, tous ces engagements, comme Olivier a pu en parler, bien évidemment, il faut qu'ils soient mis sous la forme d'orientation budgétaire et dans des budgets. Et c'est pour cette raison que là, nous allons vous présenter effectivement nos orientations budgétaires liées à ces engagements et à ces actions. Alors, nos engagements sont liés également à nos ressources. Donc, je vous présente ici donc, le produit de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. La taxe d'habitation n'existe plus en tant que telle pour l'ensemble de Guyon-Courtois, sauf en ce qui concerne donc la taxe sur les résidences secondaires. Vous voyez ici que ça représente très peu, de l'ordre de 400 000 € à peu près. La taxe foncière
représentant plus de 26 millions d'euros à elle seule, en fait. Donc, l'augmentation que vous voyez ici de la taxe foncière, donc de 2023 par rapport à 2022, correspond à l'augmentation des bases de 7,1%. Puisque nous ne touchons pas, nous, à nos bases, et à nos taux, et que nous n'y toucherons pas d'ici la fin du mandat. En ce qui concerne donc nos recettes, comme toujours, nous essayons d'être prudents. Elles s'établissent à hauteur de pratiquement 53 millions d'euros, avec un gros poste qui est effectivement le poste impôts et taxes, qui comprend la taxe foncière, dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus l'agglomération, le Fonds de solidarité de la région Île-de-France qui est reçu, les droits de mutation, etc. Les dotations, vous voyez, représentent très peu désormais, un peu plus de 4 750 000 euros. C'est l'ensemble de nos dotations. Et puis nos ventes de produits et de prestations de services, c'est-à-dire tout ce que nous, effectivement, tout ce que les Guyancourtois, tous les services que les Guyancourtois utilisent, essentiellement d'ailleurs la restauration, le périscolaire et toutes les activités, en fait, sont les ventes de produits et de services qui constituent nos recettes. Elles se représentent voilà, sous la forme d'un petit graphique. Et là, vous voyez effectivement l'importance des impôts dans l'ensemble de ces recettes. C'est l'essentiel de nos recettes. Sachez qu'aujourd'hui, effectivement, nous n'avons plus de levier, à part cette taxe foncière que nous ne toucherons pas, ce qui veut dire que la possibilité de faire évoluer nos recettes est très limitée désormais. En ce qui concerne nos dépenses, elles s'inscrivent à hauteur d'à peu près 54 millions d'euros, avec deux gros postes, les charges de personnel, 32 millions d'euros, et les charges à caractère général, à peu près 15 millions d'euros. Sur ces deux postes, nous nous attachons à limiter l'évolution de ces deux postes, malgré les contraintes exogènes, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de nous, comme l'augmentation du point d'indice, par exemple, pour les charges de personnel, ou les coûts de l'énergie et des matières premières pour les charges à caractère général. Nous faisons un gros travail pour effectivement limiter l'évolution de ces deux gros postes qui constituent nos deux dépenses essentielles dans nos dépenses de fonctionnement. C'est très important d'essayer de limiter cette évolution, d'autant que nous prévoyons néanmoins de virer à la section d'investissement un montant d'1,7 million, indispensable pour engager les dépenses d'investissement en matière notamment de rénovation énergétique. Et donc, les taux d'intérêt augmentant très fortement, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il est important également que nous puissions utiliser des ressources propres pour financer nos propres investissements. Ça doit être également un enjeu de notre budget. Nous ne pouvons pas ne pas investir. Ne pas investir aujourd'hui, c'est renoncer à faire des économies demain. Et donc, ces investissements deviennent de plus en plus indispensables pour pouvoir faire ces économies d'énergie dont nous aurons besoin et diminuer également, donc, du coup, nos dépenses de fonctionnement. Là, vous avez le petit graphique qui simplement vous indique effectivement les deux postes très importants que constituent les charges de personnel et les charges à caractère général. Alors, les dépenses d'investissement ici, elles sont classées par nature, par grand poste. Je ne vais pas les reprendre non plus en détail. On a l'habitude effectivement de les balayer régulièrement, tous les ans. Ce qu'il faut revoir, c'est qu'effectivement, vous trouverez ici tous les travaux de réhabilitation d'un plan énergétique des écoles, des trois groupes, plus la fourniture à la pose d'une pompe à chaleur dans les ateliers du CTM. Vous aurez également dans les travaux la crèche Poulbeau, dont on vous a parlé également, et puis le remplacement des éclairages de LED du gymnase des droits de l'homme.
Et puis la rénovation de la chaufferie du théâtre de la ferme de Bel-les-Bains. En ce qui concerne donc la section d'investissement, elle s'établit à hauteur de 16,36 millions d'euros. Donc c'est un montant très important qu'il va falloir effectivement financer. Ces dépenses d'investissement, vous les avez sous les yeux, ce sont les emprunts, les immobilisations incorporelles, c'est-à-dire les études qui sont en cours au niveau des services techniques et les licences. Les immobilisations corporelles, ce sont les travaux, et les travaux en cours, notamment Politzer et Robespierre. Les recettes d'investissement, comment financer donc ces dépenses? D'abord, le remboursement de la TVA par l'État à hauteur de 80% de la TVA sur les investissements, la cession de 2 pavillons et de 2 logements à hauteur d'1 million d'euros, la prévision très importante du virement à la section de fonctionnement pour 1,7 million d'euros, des dotations aux amortissements pour 2 millions, on a vu tout à l'heure les systèmes d'amortissement, les subventions et fonds de concours d'un montant de 3,9 millions d'euros, d'autres recettes budgétaires, et un emprunt prévisionnel, bien évidemment, comme tous les ans, à hauteur d'à peu près 6 millions d'euros, qui ne sera bien sûr utilisé que dans la mesure où nous en avons besoin, dans la mesure où les travaux seront effectués et où l'avancement nécessitera effectivement un emprunt. Et à ce moment-là, on verra quel est le montant exact de l'emprunt que nous aurons besoin de solliciter à la fin de l'année. Alors, nous vous avons présenté sous la forme donc d'un petit tableau, enfin d'un petit schéma. Enfin, peut-être, voilà, c'est ça. C'est pas un tableau, c'est pas un schéma, c'est une représentation. Les grands postes de ces dépenses, vous avez donc ici ce qu'on appelle les APCP, qu'on verra tout à l'heure, qui sont d'un montant de 5,4 millions. C'est toutes les rénovations, notamment de Robespierre, de Delaunay-Morizot, Politzer, de la place Jacques Brel, ou de la piste de l'athlétisme, donc également, ainsi que le boulevard, la rue Brossolette. Les travaux d'espaces publics et bâtiments communaux les dépenses se monteront donc à 5,3 millions d'euros. Les acquisitions de terrains, matériel informatique et études à 600 000 euros. Remboursement du capital à 2,9 millions d'euros. Les achats de véhicules et matériel 1,3 million d'euros. Ce qui fait effectivement à peu près 16,4 millions d'euros d'investissement. Et les recettes, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le remboursement de la TVA à un peu plus d'1 million d'euros, les subventions à 3,9, les cessions foncières à 1 million, le prélèvement de la section de fonctionnement à 1,7 million, l'autofinancement, c'est-à-dire les amortissements et les opérations d'ordre à 2,5 millions, et éventuellement un emprunt à mobiliser à un peu plus de 6 millions. Donc ce programme pluriannuel d'investissement se retrouve donc dans ce qu'on appelle les autorisations de programme et les crédits de paiement, APCP. Leur montant total s'élève à 16 millions et donc en 2022, vous avez 1,3 million qui a été donc mobilisé. Il y a eu des restes à réaliser, c'est-à-dire effectivement des crédits qui n'ont pas été mobilisés. Et donc les crédits que nous allons ouvrir au titre de l'année 2023 vont se monter à 5,5 millions environ. En 2024, ce sera 8,8 millions et le reste des crédits seront mobilisés au titre de l'année 2025. Ce qui signifie qu'en fin 2023, la réhabilitation de Robespierre sera terminée et la piste d'athlétisme sera rénovée. Voilà. Il restera donc pour 2024, la rue Brossolette, la place Jacques Brel, la réhabilitation
du groupe scolaire Delaunay-Morisot et la réhabilitation du groupe scolaire Fromont-Politzer, qui s'étaleront donc pour les 3 derniers sur 2024-2025, la rue Brossolette étant terminée en 2024. Alors ici, nous vous avons mis un petit résumé des subventions que nous avons sollicitées et que nous avons d'ailleurs votées en conseil municipal, c'est-à-dire des subventions auprès de la région, des subventions auprès du département, avec les différentes opérations qui vont être subventionnées, pour lesquelles on a demandé des subventions, le fonds de concours sport et culture de la Casquie pour la rénovation de la piste d'athlétisme notamment, la dotation à l'investissement, donc la DSIL dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour les 2 remplacements des chaufferies, et puis enfin le fonds vert dont nous avons parlé tout à l'heure, qui devrait également peut-être nous permettre la rénovation de l'éclairage du gymnase des droits de l'homme. Si nous vous présentons également ce résumé de subventions, c'est pour indiquer que l'investissement est important. Nous comptons virer des ressources de la section de fonctionnement à la section d'investissement, et nous allons chercher des subventions également pour pouvoir financer nos investissements. Alors, notre dette, elle reste faible, et c'est pour cette raison qu'effectivement, nous pouvons emprunter, et même si les taux d'intérêt sont élevés, c'est quand même une chance d'être dans une situation où nous pouvons aller emprunter pour nos besoins futurs, qui vont être de plus en plus importants avec tous les projets que nous allons avoir d'année en année, pour aller d'ailleurs jusqu'en 2030. Avec le quartier des Savoirs, où nous aurons besoin effectivement aussi d'avoir une structure de la dette qui sera favorable pour pouvoir aller chercher des subventions et des emprunts. Donc, cette structure de la dette, au 31/12/2022, l'encours de la dette est d'environ 11,6 millions d'euros. Ça représente un peu moins de 400 euros par habitant. C'est 33 en deçà de la strate, puisque vous voyez que la strate est à 1 000 euros par habitant. En décembre 2022, donc, nous avons contracté 3 emprunts à taux fixe pour un montant de 3,5 millions d'euros auprès de la Banque postale pour un taux moyen de 3,13%. Cet emprunt n'apparaît pas ici, tout simplement, notamment dans la dette par habitant, puisque l'emprunt que nous allons solliciter ne sera mobilisé qu'au premier trimestre 2023. Une fois qu'il sera mobilisé, la dette par habitant se montera à environ 500 euros par habitant. Nous serons encore à la moitié du montant de la strate. Donc nous avons encore de la marge. Bon, ici, juste un petit schéma pour vous montrer que la dette est une dette à taux fixe, donc effectivement sans aucun risque, bien évidemment. Alors, nous terminerons donc par les ressources, la politique en matière de ressources humaines. Ici, plusieurs points à aborder. En termes de ressources humaines, la qualité de vie au travail et l'amélioration du service rendu aux Guyancourtois doit être des objectifs qui doivent être absolus. C'est dans ce cadre que vous avez un certain nombre de lignes directrices qui sont mises en œuvre, qui permettent donc une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, de fixer également des orientations générales en matière de promotion ou de valorisation des parcours professionnels, et enfin de favoriser le recrutement, l'adaptation des compétences à l'évolution des missions et des métiers, et également donc l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, entre femmes et hommes, comme l'a décrit tout à l'heure Médénict, qui doit être également un objectif, et il y a encore du chemin à faire. Alors, afin de poursuivre l'amélioration des conditions de travail des agents, nous entreprenons un certain nombre d'actions dont vous avez ici
la liste, donc je ne vais pas toutes les reprendre, mais c'est par exemple effectivement l'adaptation des gestes ergométriques. C'est également un plan triennal qui a été mis en place pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. C'est un plan d'action pour les risques psychosociaux. Et bien sûr, accompagner les agents en situation de handicap. En matière de temps de travail, les agents sont passés donc aux 1607 heures effectives au 1er janvier 2022, mais des suggestions particulières et des propositions de compensation de ces suggestions ont été adoptées et votées donc au conseil municipal pour qu'elles soient prises en charge à partir du 1er janvier 2023. Alors, un certain nombre d'avantages également nos agents donc, ont un certain nombre d'avantages auxquels ils peuvent bénéficier. Les 4 premiers, vous les connaissez, on les retrouve chaque année. À ces 4 premiers sont venus s'ajouter une indemnité de télétravail et une mise en place d'un forfait mobilité durable. En matière d'effectifs, au 31 décembre 2022, la ville de Guyancourt comptait 703 agents équivalents temps plein, tout effectif confondu, et 29 agents à temps partiel. Et vous avez la répartition des effectifs, donc stagiaires, contractuels, ici dans ce tableau et sur ce petit schéma. Un petit focus sur la répartition, mais je serai très rapide, des agents. Comme l'a souligné Bénédicte, c'est très fortement féminisé, 70% de femmes et 30% d'hommes. Et je ne reviendrai pas sur la répartition, puisque Bénédicte nous a indiqué quelles étaient la répartition par secteur, effectivement, où on trouvait davantage de femmes. Donc je ne vais pas revenir sur ce que nous a présenté Bénédicte. En matière de rémunération, il s'agit ici des moyennes des rémunérations mensuelles des femmes et des hommes. Certaines filières où il y a peu d'écart, d'autres beaucoup plus importants. Et en général, les écarts s'expliquent par le nombre important de femmes ou d'hommes dans une filière. Dans la filière technique, par exemple, il y a beaucoup de femmes et en plus, il y a davantage de femmes non titulaires, ce qui explique l'écart notamment de salaire entre femmes et hommes dans cette filière-là. Et de même, dans la filière administrative, il y a un nombre plus important de non titulaires chez les femmes, et ça explique donc les différences de salaire. Les dépenses donc de personnel, on en a parlé tout à l'heure, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on essayait, que notre objectif était donc de les contenir. Nous les avons mis donc à hauteur de 32,1 millions d'euros, pardon. Ce montant tient compte de la revalorisation du point d'indice, qui a été donc de 3,5% depuis le 1er janvier 2022, de la hausse du SMIC pour un montant de 31 000 euros, d'une prévision de recrutement pour 1,3 million, puisque vous savez qu'effectivement, dans la fonction publique, nous avons les problèmes de recrutement et nous avons des postes vacants, donc nous cherchons à recruter et nous prévoyons donc de recruter. Le GVT, le glissement vieillesse et technologie, qui représente 1,2% de la masse, technicité, qui représente 1,2% de la masse salariale. Voilà pour les éléments concernant la masse salariale des 32,1 millions d'euros. Pour 2022, la masse salariale qui a été réalisée s'est établie à 30,6 millions d'euros. Enfin, je terminerai avec la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences que nous continuons bien sûr à mettre en œuvre avec un certain nombre d'actions que nous poursuivons. C'est par exemple la lutte contre l'absentéisme ou l'optimisation des ressources avec une analyse particulière et systématique pour chaque poste, et des actions nouvelles en 2023, comme la mise en place, dont je vous ai parlé tout à l'heure, des suggestions particulières afin de réduire le temps de travail des agents ayant des contraintes particulières ou exposés à la pénibilité,
Une réflexion est également engagée sur la revalorisation de la protection sociale complémentaire. Et enfin, il y a un chantier sur le pesage des postes afin de réformer le régime indemnitaire. Et j'en ai terminé. Merci de votre attention. Eh bien, bravo, bravo à toi. Il te reste des marges de progrès pour l'an prochain encore? Oui. Bon, ça se demandait. Hein. En tout cas, je voulais aussi remercier les services du travail effectué. Ces périodes de robe et de budget sont toujours des périodes de travail intense, et donc ils n'ont pas terminé de travailler encore sur ces budgets et sur ces contraintes budgétaires. Donc merci à eux. Effectivement, merci à l'ensemble des services. Merci services. Safa et Jérôme vous transmettrez à tout le monde. Mesdames, Messieurs, voilà, vous avez une présentation à la fois complète et synthétique. Avez-vous des réactions? Ou des questions, hein, ou des demandes de précision? Philippe Chancelier n'a rien? Non? Ah bon, c'est parce que vous êtes un inconditionnel de Daniel Macherzik, c'est pour ça. Ah bon. Je suis un grand fan et je remercie Daniel et les services pour tout ce travail. J'ai toujours beaucoup de plaisir à assister à la commission finance avec Daniel parce que les choses sont toujours claires. Et donc j'ai lu avec attention, contrairement au RBF que je n'avais pas lu, Daniel. C'est une blague entre nous deux. Des blagues de commission finance quand même, hein. C'est pas non plus le truc. Ça vous a pas bon, fait voilà. Bon, alors ça peut nous faire sourire, mais on va être poli quand même là. Voilà, exactement. Daniel, on la gardera pour nous celle-là, hein, finalement. Donc moi j'ai un certain nombre de commentaires, puis j'ai une petite, comment dirais-je, remarque liminaire sur la réflexion que vous nous faites à chaque fois sur la contribution de la ville de Guyancourt dans le contexte local financier, la fiscalité professionnelle du territoire, je lis votre slide d'ailleurs, sur le territoire de Guyancourt, qui est perçu par la communauté d'agglo. Je vois que vous vous réjouissez de la contribution des entreprises guyancourtoises. Donc les entreprises de Guyancourt sont des entreprises qui gagnent de l'argent et qui payent des impôts, et en particulier des taxes foncières. Ce n'est pas la ville de Guyancourt qui fait ça. Et qu'effectivement, après, il existe depuis toujours sur la communauté d'agglomération une péréquation, et qu'effectivement, cette péréquation fait que la ville de Guyancourt retouche de la communauté d'agglomération suivant les règles de péréquation, comme toutes les autres villes. Donc je dis vive les entreprises. Concernant vos engagements, je voulais poser quelques questions plutôt techniques sur les engagements pour la ville solidaire, et en particulier 2 engagements concernant les caméras de vidéoprotection. Donc l'année dernière, on avait une étude, et cette année, on a dans le PPI le déploiement de systèmes de vidéoprotection. Donc si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Et dans le même ordre d'idées, vous parlez de mutualisation de CSU. Là, c'est juste que vous nous expliquiez que vous voulez mutualiser le CSU avec d'autres CSU, d'autres villes de la communauté d'agglomération. Vous voulez mutualiser le CSU avec d'autres services de la ville, de supervision de la ville. C'est que vous nous donniez quelques éléments là-dessus. Donc ça, c'est les points sur la première partie de vos comment dirais-je, priorités. Et sur toute la partie participative, ça n'a rien à voir avec le budget, mais vous mettez en avant les conseils citoyens, donc ils sont très récents, mais il serait intéressant qu'en conseil municipal, on ait à un moment ou à un autre, sans forcément un vote d'ailleurs, enfin d'ailleurs sans vote, une présentation de ce que ces conseils citoyens réalisent, comment est-ce que ça fonctionne. Je pense que ça intéresse les élus. De même que sur les GAP, sur le GAP Lévig, on avait eu une belle présentation il y a 1 an. J'ai vu dans la PPI qu'il y avait donc un budget sur le bassin Lévig. Qu'en est-il des 2 autres GAP, en particulier celui sur la programmation culturelle? On n'a pas eu de présentation de ce GAP. Donc ce serait intéressant. Et toujours dans la catégorie concertation, mais là c'est on en est
pas tout à fait maître. Je parle de la concertation sur le quartier des savoirs, où là, c'est effectivement une concertation que moi je considère presque plutôt une communication de l'EPAPS vers les élus et vers la population. Quand est-ce qu'on va voir une véritable proposition du plan de cet immense quartier? Parce que finalement, je pense que c'est ça qui va intéresser les Guyancourtois, parce que les déambulations sur un terrain vague, on les a faites, et je les ai moi-même personnellement faites, c'est intéressant, mais bon, il va falloir arrêter de déambuler sur un terrain vague, il faudrait mieux déambuler sur une maquette. Surtout qu'en plus, on entend dire, mais je me trompe peut-être, qu'il va y avoir une petite inflation sur le nombre de logements, parce qu'on parle de 1300, 1500, 1800 logements, ce qui est ce sur quoi on n'est pas forcément maître en tant qu'élus et conseillers municipaux, élus locaux et élus territoriaux, puisque c'est le PAPS qui est maître de tout cet investissement. Donc quand est-ce qu'on discute sur une maquette et à partir de là, quels sont les équipements publics qui sont prévus dans ce quartier? Je pense que ça motivera les Guyancourtois à comprendre ce que ce quartier va représenter, parce que c'est un immense investissement et un gros impact pour la ville, évidemment. Voilà. Je m'arrêterai là juste, et ensuite je reprendrai sur les engagements et les orientations budgétaires. Merci. En vrac, je laisserai Olivier répondre sur les aspects participation, GAP et concertation. Sur les entreprises, oui, souvent, vous savez, les maires de Saint-Quentin en Yvelines me disent « Ah oui, mais toi, tu as la chance d'avoir des entreprises sur le territoire ». Je leur réponds systématiquement, et c'est la réponse que je vais vous faire ce soir, Monsieur Chancelier, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec la chance. C'est-à-dire que oui, on est ravis que les entreprises guyancourtoises soient florissantes, d'accord, qu'elles paient effectivement des taxes et impôts à la ville de Guyancourt et donc à la communauté d'agglo. Mais je pense que si ces entreprises continuent d'ailleurs à souhaiter s'installer, ça n'a rien à voir avec la chance. Je pense qu'elles y trouvent des conditions d'installation qui sont profitables et que c'est pour ça que peut-être parfois elles choisissent Guyancourt plutôt qu'une autre ville. Voilà. Donc la chance, c'est un paramètre, hein, certes, mais je pense que ce n'est pas le paramètre utile. Mais je vous rejoins en tout cas sur le fait que nous sommes absolument ravis d'avoir des entreprises florissantes. Sur la vidéoprotection, il y a eu l'installation d'un certain nombre de caméras, hein, de vidéoprotection. Alors en vrac, et je cite les dernières en date avec le village, avec Orio sur le pont du Routoir. On a eu aussi un travail en partenariat lié à l'abattement de la TFPB avec Versailles Habitat sur le patio. Donc tout ça pour dire que il y a de nouvelles caméras de vidéoprotection sur la ville de Guyancourt. Ça doit être fait toujours lorsque c'est jugé pertinent. Voilà. Après une analyse et une étude fiable et fine, et notamment, et ça a été le cas souvent sur la ville, avec les riverains. Voilà. Donc, je le précise, il ne s'agit pas de développer des dizaines ou des centaines de caméras de vidéoprotection sur la ville de Guyancourt, mais plutôt de les situer à des endroits pertinents. Sur la mutualisation du CSU, puisque telle était votre question, alors, on est vraiment au stade de l'étude. On est au stade de l'étude avec une mutualisation qui pourrait s'opérer, encore une fois, si on voit que ça a un sens, ça pourrait être ou avec le département, voilà, ou avec des communes voisines. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas de projet. Voilà, il n'y a pas de projet défini, en tout cas avancé. Je vais quand même terminer, après je laisse la parole à Olivier. Je rappelle que sur... alors, n'écoutez pas toujours ce qu'on vous dit hein, sur l'inflation du nombre de logements. Il y a un chiffre qui a toujours été avancé depuis le début du projet. C'était un chiffre qui donnait un ordre de grandeur, qui était à la fois sur le site ex-Thales, mais aussi sur les franges. Et ce chiffre, pour l'instant, au moment où je vous parle, il n'a pas bougé. Il est autour de 2000 logements. Voilà, c'est le chiffre qui a été annoncé depuis le début. Voilà. Et donc, encore une fois, ce soir, je vous annonce que ce chiffre, il n'a pas bougé pour l'instant. Ou alors, on me cache des choses. Et je crois que j'ai à peu près terminé. Je laisse Olivier compléter pour le reste. Donc, pour vous répondre sur les gaps, le gap programmation culturelle. Donc, effectivement, c'est un gap un petit peu plus
compliqué et plus long en fait que le gap qu'on avait pour les VIC. En fait, le gap les VIC, c'était quelque part construire un projet et puis ensuite il faudra le réaliser. Et comme vous avez vu, l'argent est provisionné, donc les travaux démarreraient plutôt fin d'année, on va dire. Donc là, c'était plus simple. Le gap de la programmation culturelle, en fait, c'est un processus plus de construction. Donc en fait, il y a des choses qui arrivent au fur et à mesure. Par exemple, il y a quelque chose qui est très concret et que les habitantes et habitants sont en train de construire, c'est l'exposition qui aura lieu en mai, donc qui est déjà annoncée dans la plaquette des salles d'exposition et sur lesquelles ils sont en train de travailler avec le photographe. Ensuite, on passera au spectacle participatif de danse, mais c'est là aussi fin mai, mais ça commencera en avril, je crois me souvenir. Et puis sur le concert à la batterie, on n'a pas encore débouché, mais il y aura quelque chose avant la fin de l'année, enfin avant l'été, on va dire, l'année scolaire. Donc en fait, c'est plus compliqué à présenter, mais on peut tout à fait imaginer que les personnes du groupe viennent faire une présentation globale, peut-être au moment où il y aura l'exposition, à la mezzanine, là, puisque c'est à la mezzanine de l'hôtel de ville. Comme ça permettra, à ce moment-là, je pense que tout sera clair et qu'ils pourront venir expliquer le processus. Vas-y, Bénédicte. Je voulais juste rajouter que, en effet, ça s'est étalé sur le temps, ce gap culture, mais qu'on est vraiment sur du participatif, et c'était le souhait du gap. Donc, en effet, l'exposition arrive à son terme. C'est pas si simple que ça de programmer. Pour eux. Et en effet, ils sont dans cette programmation qui est la plus concrète, c'est vraiment sur l'expo qui aura lieu à la mezzanine. Et je pense que c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudra vraiment valoriser. Le groupe va se présenter et valoriser un petit peu avec aussi un apport personnel de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont rencontré. Et en effet, la programmation de danse est aussi du participatif et c'est lancé là tout à fait dans les jours qui viennent, puisque je crois que c'est pour le mois de mars qu'il y a les lancements. Et il y a déjà des gens qui se sont inscrits à cette programmation participative. Et c'est vrai que on n'imaginait pas que ça serait si long dans le mûrissement du choix, de leur participation à tous. Voilà. Et sur les conseils citoyens, effectivement, ça sera intéressant effectivement d'en parler, ça complètement d'accord. Après, il faut trouver le bon moment parce que finalement, ils ont été lancés en novembre, je crois. Donc, c'est peut-être encore un peu tôt. Enfin, on ne pourrait pas le faire maintenant, mais avant l'été, ça sera nécessairement possible. Mais là, ça serait un peu trop tôt. Mais d'accord sur le principe. L'année dernière, nous avions parlé d'un bureau d'études sur les caméras, me semble-t-il. Il y avait un budget pour ça. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la participation avec les riverains pour l'installation des caméras. Et je voulais savoir, est-ce qu'on avait le résultat de ce bureau d'études et si on pouvait en avoir la teneur? Alors, le bureau d'études, il nous a donné deux enseignements. C'est à la fois comment renouveler notre patrimoine, j'ai envie de dire, donc au travers d'un investissement régulier, c'est ce que l'on fait, voilà, et des pistes de développement, si nous souhaitions effectivement les développer. Donc oui, nous avons eu la restitution, donc on s'y emploie. On va effectivement changer un certain nombre de caméras. On a budgété. Alors je suis désolé, mais parce que j'ai pas en tête le chiffre exact du montant budgété annuellement sur l'investissement en caméra. Peut-être que si on me le donne rapidement, je vous le communiquerai. Voilà. Mais je l'ai pas en tête. Et effectivement, surtout des pistes, encore une fois. Mais des pistes si on souhaite développer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on en est là, mais c'était un outil de décision, si vous voulez, ni plus ni moins. Voilà. Et on aura un bilan de ces installations à un moment donné? Combien de caméras, etc. Oui, on pourra effectivement à un moment donné vous donner un document qui donne ces implantations, il n'y a pas de souci. J'avais une autre question. On a parlé des suggestions, on en a parlé à un conseil municipal précédent, nous avons voté, on s'est abstenu. Je sais que les syndicats n'étaient
contre, un était pour. Enfin, sur 3 syndicats, il y en a 2 qui étaient contre et un qui s'est abstenu. Je voulais savoir si ce tableau allait être revoir, parce qu'on avait parlé de la police municipale, du personnel d'entretien, etc. Je voulais savoir si il y avait, voilà, si on allait encore avancer là-dessus ou si c'était c'était fini. Alors, rien n'est définitif, Monsieur Morel, mais c'est vrai dans tous les sujets. Je vous avais répondu à l'époque. Les syndicats se sont exprimés, ont exprimé leur position. Nous avons voté ici même, donc pour l'instant, on ne va pas y revenir. D'accord ? Si à un moment donné, il faut y revenir parce qu'on aura effectivement fait d'autres constats, alors peut-être qu'effectivement, mais c'est vrai pour tout ça, hein, ce que je dis là. Voilà. Sachez quand même que depuis cette semaine, je rencontre l'ensemble des organisations syndicales et on revient sur ces sujets-là. Voilà. Non mais pas de la manière dont vous le pensez, on revient sur ces sujets-là. Je leur rappelle, et ils en conviennent. Ils en conviennent. C'est important mon deuxième mot, d'accord ? Que les suggestions particulières proposées par la ville de Guyancourt après un long travail de paramétrage, de critérisation, etc., et je le répète parce que j'ai eu l'occasion de le dire, de le leur dire et ils en conviennent, d'accord, probablement la proposition la plus favorable que l'on puisse trouver, probablement dans le département des Yvelines. D'accord, merci. Je ne sais pas si vous savez tout ce que je pense, mais merci de la réponse. Voilà. Pour la vidéoprotection, c'est 150 000 € annuels, monsieur. Voilà. Je continue ou il y en a qui ont lu le beau document de Daniel et qui veulent commenter. Ah. Ouais, je vais parler un peu des engagements dans vos orientations budgétaires. Alors le premier sujet, ça va vous faire plaisir, monsieur Morton, je suis sûr. Ça concerne les comment dirais-je, les taxes foncières et d'habitation. Ah, la taxe d'habitation, elle a disparu, c'est dommage. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, toute la population guyancourtoise qui n'est que locataire bénéficie des services municipaux, ce qui est tout à fait normal, je n'en discute pas, mais finalement ne paye plus d'impôts, pour ceux qui ont les moyens d'en payer, parce qu'il y en a qui sont exonérés et c'est normal, ne paye plus de taxes foncières. Donc on remerciera M. Macron, parce que ça c'est sur son quinquennat numéro 1, et pour le quinquennat, ça c'est la phase 1, et pour la phase 2, il va supprimer la CVAE, donc ça ne va pas toucher la ville de Guyancourt, mais ça va toucher enfin indirectement si quand même, ça va toucher la communauté d'agglomération, donc c'est la même chose. Donc on assiste bien à une recentralisation de la politique locale par ce gouvernement et sur 2 quinquennats consécutifs. C'est quand même un peu dommage, surtout quand on sait que, et vous l'avez rappelé, ça va vous faire une économie d'augmentation du taux de taxe foncière, puisque la valeur locative augmentant de 7,1%, tous les propriétaires de la ville de Guyancourt, qui sont autour de cette table, et ceux qui nous écoutent, et ceux qui nous liront, vont apprécier l'augmentation, encore une fois, de la taxe foncière qu'ils vont avoir. Et d'ailleurs, ça vous permet d'augmenter, comme vous l'avez dit d'ailleurs, de manière très transparente, de plusieurs millions le budget des recettes de la ville. Donc merci à ce gouvernement qui donne un peu moins de moyens d'action des collectivités territoriales. Le chiffre de l'année dernière, c'était 34,65 millions d'euros pour les impôts et taxes, et ce sera 37,07 cette année, donc 7% de plus à cause de la valeur locative, ce qui n'est peut-être pas un problème, quoique. Excusez-moi. Au BP, c'était 36 millions. Hein. Le ROB était peut-être à 34, mais le BP était à 36. Hein. Ouais, voilà. Donc la différence, il faut voir la différence par rapport au BP. Sur la section de fonctionnement, comme l'a dit Daniel, il y a une pression assez forte sur dans le budget de fonctionnement sur les 2 postes que sont la charge de personnel et les charges à caractère général. Je préciserai juste, puisque c'est dans les tableaux un tout petit peu plus loin, ce que ça représente en effectif pour la ville de Guyancourt, sachant que sur je me permets juste d'amener un commentaire sur la planche qui décrit en détail les effectifs. Il y a quelques erreurs, il y a des totaux qui ne sont pas bons.
Page 58, la feuille Excel avait dû bugger un peu, mais les totaux ne sont pas bons. Et une chose qui est un peu dommage, par contre, qui est dommageable, c'est sur le tableau des évolutions des effectifs permanents, sur la présentation de cette année, 2023, vous stipulez qu'en 2021, il y avait 713 équivalents temps plein. L'année dernière, en 2022, quand vous avez publié ce chiffre, ce n'était pas 713, c'était 731. Donc cette colonne-là, entre 2021 de l'année dernière et 2021 de cette année, ce n'est pas la même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un effectif de la ville de Guyancourt, titulaire, stagiaire et contractuel, qui passe non pas de 713 à 703 au 31 décembre de chaque année respective, mais de 731 à 703. Il faut corriger ces documents parce qu'ils ne sont pas tout à fait corrects de mon point de vue, ou alors vous allez nous expliquer pourquoi les chiffres sont bons. Et je reviens juste pour revenir sur mon sujet de la traduction de la politique dans les investissements. On a parlé du déploiement des caméras de vidéoprotection. Je vais reprendre un petit dada concernant les investissements que vous aviez prévus en 2022. Il y en a un qui nous est cher dans le quartier de Bouvier, qui est ce formidable mur de tôle qui entoure l'une des plus grandes propriétés de la ville de Guyancourt, qui est l'Ermitage, qui était dans les investissements de 2022, mais qui n'est plus dans ceux de 2023. C'est un peu dommage parce que ça fait quand même 15 ans, et M. Mézières et moi, on y est très sensibles. C'est un superbe mur, mais en tôle, il est un peu... et puis en plus, là, en ce moment, il se dégrade un peu, donc si vous pouvez faire passer les services techniques, parce qu'il est en train de se casser la figure. Donc, je ne sais pas si vous allez le remettre un jour. Ce serait, comme on s'était promené ensemble lors d'une de vos balades à Bouvier, on en avait parlé, il y avait plusieurs comment dirais-je, riverains qui vous en avaient parlé. Et je vous avais dit à l'époque qu'il me semble qu'on en avait aussi parlé dans un conseil municipal lors d'un budget, et j'ai retrouvé, en fait, c'était du temps de Madame Le Tarnec, où vous aviez sollicité une subvention, la ville de Guyancourt avait sollicité une subvention auprès du conseil départemental de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, les services techniques ont travaillé sur la restauration de ce mur. Il n'y avait pas que ça à l'époque. Si vous voulez, je vous redonnerai la délibération. Et puis, c'est parti aux oubliettes. Alors, je sais un peu pourquoi c'est parti aux oubliettes, parce que, ayant vérifié auprès du Conseil régional d'Île-de-France, la subvention n'a pas été accordée parce qu'elle ne correspondait pas aux critères d'attribution de la subvention. Mais le mur est toujours en tôle. Donc, si vous pouvez faire quelque chose pour les riverains de Bouvier, mais surtout pour le patrimoine de la ville sur l'Ermitage, je sais, j'en fais un peu des tonnes, mais ça fait 15 ans que c'est comme ça, ce mur. Sur la PPI, effectivement, la PPI prévoit 150 000 € sur les 3 prochaines années pour la vidéoprotection. J'avais juste une précision à vous demander sur la partie recettes concernant le chapitre 24, les produits de cession. Donc j'ai cru comprendre dans l'explication de Daniel qu'il s'agissait de la vente de 2 pavillons, probablement. Il y a une opération patrimoniale de 500 000 €, si vous pouvez nous... En l'occurrence, il y a aussi un appartement. Il y a 3 sessions. Voilà, c'est pour ça que ça ne fait pas 2 fois 500 000. En fait, vous avez 3 sessions. Mais sur le chapitre 24, il y a 1 million. Et puis sur 041, chapitre 041, il y a une opération patrimoniale. Donc, si vous pouvez juste nous préciser de quoi il s'agit. Et je crois que j'en aurais fini pour cette partie-là. Alors, bon, vous avez la plupart du temps apporté aussi les réponses. Je ne reviendrai pas sur le mur, où, effectivement on en a parlé, mais il faut... Par contre, je vais aller sur le tableau de la page 58. Alors, je ne peux que confirmer le fait que ça a bugué. Hein. Je l'ai regardé à l'instant. Effectivement, on a eu un sacré bug. Donc, on reprendra évidemment ce tableau, parce que je vais avoir du mal à vous justifier les totaux là. Donc je préfère effectivement, et on reviendra vers vous, on vous donnera effectivement les totaux. Voilà. Alors du coup, y avait des vraies questions à un moment donné, ou vous aviez simplement sous forme de remarques, parce que bon, les 500 000, on entend les 500 dans la PPI. Voilà. Sérieusement, le million, donc on comprend que c'est 2 ou 3 sessions. Voilà, c'est ça. C'est 2 ou 3 sessions. C'est ça. Mais les 500 000 €. On était sur 500 000 €, c'est ça? Chapitre, c'est ce que vous avez intitulé chapitre, 041 opération patrimoniale. Comme ça semble être du patrimoine.
pour un demi-million. On vous donne la réponse tout à l'heure, hein, on laisse chercher et puis on vous donne la réponse. Allez-y, allez-y. Allez, bah oui, bien sûr. Moi, je vais parler de la politique des ressources humaines et je vais surtout parler d'un sujet, peut-être ça a à voir avec les suggestions, pas en tant que telles, mais les conséquences. Vous publiez, et on vous en remercie, des statistiques sur l'absentéisme. Et la ville de Guyancourt n'échappe pas, comme toutes ses consoeurs et l'ensemble de la fonction publique, sur ce sujet qui est quand même un vrai problème et qui fait qu'aujourd'hui, je passe sur les chiffres, mais globalement, entre 2021 et 2022, on a 15,7% d'augmentation de l'absentéisme. Et pour ceux, encore une fois, qui nous écoutent, globalement, ça fait plus 15% d'absentéisme. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et si on fait un rapide calcul sur le nombre de jours travaillés par l'ensemble des 731 à la fin de l'année dernière équivalent temps plein, ça fait 18% de l'effectif qui est en permanence absent. Quels sont les... Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Je ne sais pas comment vous pouvez finir par assurer les services publics avec quasiment 20% des agents qui ne sont pas présents. Quels sont les plans que vous mettrez en œuvre pour pouvoir réduire ces chiffres? Je comprends que ça ne dépend pas totalement de vous, mais on peut se poser des questions sur la qualité de vie au travail des fonctionnaires territoriaux, pas spécialement de ceux de Guyancourt, mais au global, quand on voit ces chiffres, presque un salarié sur 5 de la ville n'est pas là. Vous avez raison, c'est un vrai problème. Et il ne s'agit pas ni de le cacher, ni de le nier, ni de... Alors, je précise aussi, vous avez raison, il faut toujours qu'on s'adresse aussi aux personnes qui nous regardent, que le phénomène d'absentéisme n'est pas lié à la ville de Guyancourt. Hein. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Et qu'en plus, il est souvent concentré dans certains secteurs. Et vous avez raison, parfois ça pose des problèmes de service. Voilà, ça c'est une réalité. Alors, ce sont des discussions que nous avons très régulièrement, notamment avec les organisations syndicales, hein, parce que on travaille aussi beaucoup là-dessus. Alors, par quoi ça passe? Par s'assurer qu'on peut améliorer les conditions de travail, par exemple, au travers de matériel nouveau dans certains secteurs, dans les secteurs les plus physiques, je dirais. Alors, on les trouve essentiellement dans la petite enfance, dans les services vie des écoles, dans tout ce qui relève du nettoyage, de l'entretien, etc. Ou sur la voirie, ou dans la propreté, etc. Bon. Donc ça passe par le matériel. Élément que nous observons depuis peu, et ça c'est un vrai paramètre nouveau, mais qui pour l'instant relève quasi uniquement du constat. C'est que les jeunes agents sont globalement plus absents que les agents un peu plus vieux. C'est pas intuitif hein, comme affaire. Ça interroge peut-être sur je sais pas, le lien au travail. Enfin, on n'est pas là pour faire une conférence non plus. Et ça, c'est un phénomène qu'on observe étrangement aussi depuis, on va dire, 2-3 ans. Je vous fais pas un dessin sur ce qui se passe depuis 2-3 ans. Voilà. Il y a un lien au travail un peu différent. Voilà. Donc tout ça, il faut qu'on en tienne compte. Vous avez parfaitement raison. Il faut aussi anticiper. Tout à l'heure, Daniel, dans le ROB, parlait en fin de présentation de la GPEC. Il faut aussi qu'on tienne compte et qu'on anticipe de plus en plus l'usure. Probablement qu'on ne peut plus être animateur en accueil de loisirs, pas forcément en tout cas jusqu'à la retraite, surtout si la retraite est repoussée. Il paraît que ça peut arriver, on ne sait pas encore, mais voilà. Donc ça veut dire qu'on anticipe les changements de filière, par exemple. On a commencé à les amorcer. On a des belles réussites d'ailleurs.
Je le précise parce que ça se fait encore, et c'est normal, au coup par coup, parce qu'encore faut-il avoir des propositions à faire aux agents, encore faut-il avoir les compétences aussi pour intégrer ces nouvelles filières, voire partir en formation pour les développer. Mais en tout cas, celles qui existent actuellement sur la ville de Guyancourt sont très très bénéfiques pour les agents et pour le service. Voilà. Donc on est conscient de tout ça. Oui, c'est vrai, vous avez raison, l'absentéisme est un vrai problème au sein de notre collectivité comme au sein de toutes les collectivités. Voilà. C'est une réalité. Alors, est-ce que vous, excusez-moi, pour qu'on puisse peut-être terminer sur cette affaire-là, je pense qu'il faudrait une précision sur ces fameux 500 000 euros, Monsieur Chancelier, parce qu'on n'arrive pas à les trouver, mais on va les trouver. Donc voilà. Donc redites-nous, s'il vous plaît, redites-nous une dernière fois. Et après, s'il le faut, on vous donnera la réponse en différé. Vous voulez que je repose ma question ? S'il vous plaît. Ils sont sur le tableau de la PPI. Oui, en fait, ils sont sur la PPI, donc page 46. C'est comment dirais-je, les recettes prévisionnelles d'investissement. Donc il y a différentes sessions et il y a aussi c'est les 3 dernières lignes. Enfin, oui, c'est ça. Alors, si on met à part le besoin de financement, donc l'emprunt potentiel de 6 millions 150. C'est donc les produits de cession d'une part, mais vous m'avez répondu, c'est a priori 2 ou 3 logements propriété de la ville. C'est 2 lignes au-dessus, les opérations patrimoniales pour 1,5 million. Alors c'est ça. Et en fait, tu nous avais donné la piste dès le départ, Daniel. Mais voilà, ce sont les opérations d'ordre, oui, effectivement. Les opérations d'ordre. Voilà. Merci. Désolé, ça a pris un peu de temps. Voilà. Est-ce que nous avons fait le tour de ce rapport d'orientation budgétaire? Et oui, non? D'autres interventions? Alors, c'est un rapport. Oui, mais alors figurez-vous, c'est croquignolesque. La préfecture nous demande de voter le fait que nous prenons acte. Alors, et du coup, je ne sais même pas comment formuler la question. Alors, je me lance. Hein. Bon. Pour la prise d'acte de ce rapport d'orientation budgétaire, qui est pour? Ouais, je vous remercie, hein, unanimité.